Bonjour, on est le 20 novembre 2020 avec une journée qui commence à débuter avec des éclaircies. Je ne sais pas comment va avoir lieu la journée, je n'en sais pas plus. Parce que je vous dis, on est dans des temps, on est dans un espace où le temps est variable. Hein, ce qui fait que la géographie ici nous apporte son lot de temps variable. Voilà. Chaque zone géographique a sa météo, mais ici on est plutôt dans un temps variable, donc on ne sait pas ce qui peut se produire en cours de journée. Mais en tout cas, on a des éclaircies, on a des passages nuageux, et on est le 20 novembre, vendredi 20 novembre, et dans un mois, jour pour jour, c'est-à-dire le 21 décembre, nous entrerons, ce sera les portes de l'hiver qui s'entrouvriront, les portes de l'hiver s'entrouvriront. C'est-à-dire qu'on sera en plein dans l'hiver dans un mois. Dans un mois. Et là, bon, encore une fois, on ne sait pas prédire, si on ne sait pas déjà prédire ce qui se passe au cours de la journée, enfin, il faut aller voir les bulletins météorologistes, des météorologues, ce qu'ils racontent. Je n'ai pas été consulté, je m'excuse, je devrais y aller voir. Mais bon, si moi-même je ne sais pas prévoir, en regardant le ciel, ce qui peut se produire au courant de la journée, bien, je ne sais pas prévoir non plus ce qui adviendra dans un mois. Donc, que sera l'hiver? Qu'adviendra-t-il de l'hiver? Un hiver sec, froid, nuageux, glacial, tiède, mitigé. Tous les qualificatifs sont ouverts pour exprimer ce qu'on pourrait avoir. Bon, je ne suis pas un devin, donc je n'ai pas la qualité de prévoir ce qui pourrait arriver demain ou dans un mois. Ceci étant dit, je vais vous proposer ici un exercice de topologie, donc de voisinage, de limites, de fonctions un peu spéciales. Alors, c'est pas tous les jours que vous rencontrez cette fonction-là en mathématiques, bien sûr, si vous faites des mathématiques, parce que si vous ne faites pas de mathématiques, vous ne rencontrerez pas ça, parce qu'il s'agit tout bonnement de mathématiques. Donc, qui peut rencontrer ce genre de fonction? C'est ceux qui font des mathématiques et qui sont à un cycle où ils peuvent étudier ce genre de fonction. C'est-à-dire qu'ils ont des connaissances et suffisamment de connaissances pour pouvoir résoudre un type d'exercice pareil. Alors, ce type d'exercice est un peu spécifique parce que à l'accoutumée, vous étudiez ce qu'on appelle la fonction. Il y a des études de fonctions et il y a des fonctions, ce qu'on appelle des fonctions usuelles ou habituelles que vous utilisez et qu'on retrouve souvent en sciences. En sciences, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On peut retrouver la droite, donc l'équation de droite, on peut trouver les exponentielles. Les lois exponentielles ne sont pas rares en mathématiques. La plupart des lois statistiques sont des lois exponentielles. Si on regarde la charge et décharge d'un condensateur, c'est exponentiel. Quand on regarde la cinétique en chimie, c'est des lois exponentielles. Si on regarde les automatismes, on a beaucoup des exponentielles. Des exponentielles. On peut avoir des droites et des exponentielles. Voilà. Donc les droites et les exponentielles sont les fonctions les plus utilisées, mais on a aussi d'autres fonctions qui sont utilisées comme les logarithmes népériens. Et à côté de ça, bon, il y a une multitude de fonctions qu'on rencontre moins souvent, mais qu'on peut aborder en mathématiques. En mathématiques, on peut aborder toutes sortes de fonctions, notamment les fonctions. Oui, ce que je voulais dire, il y a aussi les fonctions trigonométriques. Voilà, trigonométriques. Et bien sûr, on retrouve les réciproques à tout ça. Quand on regarde l'exponentielle, on a la fonction réciproque à l'exponentielle qui est le logarithme népérien. Si on prend les trigonométriques, vous avez les fonctions trigonométriques réciproques. Pour ne pas dire inverse, parce que ça ne se dit pas. J'ai déjà fait une vidéo qui exprimait que l'inverse d'une fonction, c'était 1 sur f de x. Et pas, voilà, ne pas faire de confusion, d'amalgame entre 1 sur
de x et f de x moins 1. Voilà. C'est pas tout à fait les mêmes. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes fonctions. Ça, c'est l'inverse d'une fonction. L'inverse d'une fonction. Ça, c'est plutôt décrit comme la réciproque. La réciproque d'une fonction que certains appellent l'inverse. Donc, par exemple, je prends le sinus, c'est l'arc sinus. Si vous prenez cosinus, c'est l'arc cosinus. Si vous prenez tangente, vous avez arc tangente. D'ailleurs, sur les machines à calculer, vous retrouvez ce moins 1. On retrouve sin moins 1. Sin moins 1. Si vous prenez la fonction sinus, si vous prenez f de x égale sinus x, ben, la touche correspondante à la fonction réciproque de sinus, c'est sinus moins 1. Or, ceci, c'est arccosinus. Arc sinus, je m'excuse. Arc sinus. Ça, c'est f de x. Ça, c'est f moins 1 de x. Donc, ils définissent comme la réciproque, bon, comme étant un inverse, mais c'est pas un vrai inverse comme on pourrait l'avoir ici. Ça, c'est un vrai inverse. Là, la vraie fonction inverse. La fonction inverse, elle est là. Voilà. Donc, voilà. Donc, en mathématiques, on utilise toute une panoplie de fonctions qui sont utilisées en sciences et qui sont des fonctions usuelles. Voilà. Et on retrouve beaucoup de fonctions usuelles. Bon, il y a les fonctions usuelles utilisées en sciences, mais les fonctions usuelles utilisées en mathématiques aussi. Qu'est-ce qu'on appelle usuel? Ben, ça dépend. C'est relatif. Ça dépend de ce que vous utilisez habituellement. Si en mathématiques vous utilisez d'innombrables fonctions, ben elles seront appelées fonctions usuelles. Maintenant, si d'autres ne sont pas utilisées couramment, ben, elles ne seront pas usuelles. J'entends par là, par exemple, les fonctions hyperboliques et inverses. Ben, vous les utilisez pas souvent, donc voilà, si vous ne les utilisez pas souvent, c'est pas des fonctions usuelles pour vous. Mais si vous les utilisez souvent, les fonctions hyperboliques et les fonctions hyperboliques et inverses seront des fonctions usuelles, pour autant que vous les utilisez habituellement. Donc usuel signifie habituel, c'est-à-dire couramment. C'est d'usage courant. Mais en science, les fonctions mathématiques utilisées en science qui décrivent des procédés, des process ou des modèles, dire, ne sont pas les mêmes qu'on utilise habituellement en maths. Parce qu'en mathématiques, bon, on peut utiliser les fonctions usuelles, c'est ceux qu'on utilise en mathématiques, il y en a peut-être toute une panoplie. Et bon, on n'utilise pas toutes ces panoplies-là en sciences. On va peut-être utiliser quelques-unes de ces fonctions habituelles utilisées en mathématiques. Donc, qu'est-ce qui va devenir habituel pour les sciences? Mais c'est les fonctions les plus usuelles utilisées en sciences. C'est-à-dire une partie des fonctions usuelles des mathématiques. Toutes les fonctions usuelles de mathématiques ne sont pas des fonctions habituelles utilisées en sciences. Voilà, ça faut bien se le dire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'usuel? Ben, ça dépend. Ça dépend. Alors, ceci étant dit, maintenant, quelqu'un qui est en supérieur doit être capable de faire une certaine lecture de la fonction exponentielle et de la connaître. Puisqu'en fait, c'est une fonction usuelle. Dès le moment où c'est une fonction usuelle, vous devez pouvoir représenter et connaître la fonction, la dérivée et l'allure, étudier la monotonie de... monotonie, ça veut dire soit croissant ou décroissant. Hein, voilà, c'est la croissance. Une fonction qui est croissante ou décroissante, voilà, c'est ce qu'on appelle la monotonie. Donc vous pouvez être capable d'étudier la monotonie, enfin de connaître la monotonie de l'exponentielle de x, parce qu'il ne s'agit plus de traiter la fonction, mais de la connaître la fonction, puisqu'en fait c'est une fonction usuelle. Tout ce qui est fonction usuelle, c'est habituel. Et ce qui est habituel, vous devez connaître ce qui est habituel. C'est comme quand vous allez vous réaliser un job, c'est-à-dire que vous avez un métier, vous pratiquez un métier, et dans ce métier, on vous demande les compétences afférentes à ce métier. Voilà. Donc vous allez pratiquer des tâches qui sont habituelles. En général, elles seront habituelles. Et on demandera dans ces tâches habituelles de bien les connaître. C'est-à-dire que vous ne devez pas outrepasser, vous ne devez pas vous tromper dans la réalisation de vos tâches habituelles, parce que vous faites ça habituellement. On vous en voudra si vous faites quelque chose d'habituel, d'usuel,
de ne pas parvenir à réaliser quelque chose que vous faites tous les jours, par exemple. Ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, ou, voilà, ou tous les 4 jours, peu importe. Mais vous rencontrez ça avec une certaine fréquence, pas forcément quotidienne, mais peut-être hebdomadaire, peut-être mensuelle, voilà. Et dès le moment où vous avez ça, ben ça, à un moment donné, au bout de 4 ans, si vous faites ça par mois, la même chose tous les mois, ben, ça deviendra habituel. Hein. Voilà, donc et donc, vous devez être à même de réaliser ce qui est habituel ou quotidien, mensuel, voilà. Même annuel, hein, si vous faites sur 10 ans, annuellement, des choses sur 10 ans, au bout de 10 ans, vous aurez acquis 10 fois l'expérience de ce qui se passe, de ce que vous faites en une année. En 10 ans, vous aurez fait ne fût-ce qu'une fois. Donc vous aurez fait 10 fois la même chose. Sur 10 ans, vous aurez ciblé le problème, vous serez même capable de faire la même chose la 11e année. Ça devient itératif, hein, ça devient quelque chose que vous savez faire au bout de 3 jours, le 4e jour, vous saurez le faire, 5e jour, vous saurez le faire, sauf, bien sûr, à moins qu'il y ait des pépins qui viennent s'imbriquer, et donc c'est peut-être pas des choses que vous avez déjà vues auparavant. Là, c'est autre chose. Hein. Là, ce sont, on va dire, des perturbations qui viendraient amener à freiner votre élan, voilà, de votre compétence quotidienne. Donc, on peut être amené à résoudre des problèmes qui sont d'ordre autre que la réalisation de la tâche qui devrait être établie. C'est-à-dire, pendant que vous réalisez une tâche, il y a des perturbations qui viennent, et là, il faut répondre aux perturbations. Et là, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe. Ça ralentit votre travail, parce qu'en fait, votre travail devrait se réaliser souvent un certain acabit, une certaine forme construite. Mais voilà, ce qui vient perturber, votre réalisation, c'est une perturbation, et donc quelque chose que vous n'avez pas pensé, ou quelque chose qui vient freiner dans votre réalisation, votre élan de réalisation de vos tâches. Voilà, donc ce qui veut dire qu'ici, quand vous avez la fonction y exponentielle de x, si vous êtes en secondaire, je dirais même en 6e secondaire, vous devez connaître par cœur cette fonction-là. Il n'y a vous n'avez aucune excuse à ne pas connaître cette fonction-là, de pouvoir la dessiner et de savoir son allure et voilà comment elle se présente. Voilà, parce que c'est une fonction habituelle usuelle. Et il est dommage que être en 6e et ne pas connaître la fonction exponentielle, c'est quelque chose qui pose problème. Donc vous devez maîtriser les fonctions exponentielles, tout comme vous devez maîtriser les fonctions logarithmiques. Donc les logarithmes népériens et les logarithmes, bien sûr, quand je dis y égale e exposant x, vous devez connaître la fonction généralisée qui est a exposant x, parce que voilà, ceci est un cas particulier, c'est une base d'exponentielle, c'est une base e. Une base e. C'est-à-dire e vaut 2,71, et voilà, c'est un nombre irrationnel, et vous pouvez continuer. Il n'y a rien qui est périodique là-dedans, rien qui est périodique, et vous avez une écriture infinie, et où rien n'est périodique. Rien n'est périodique. Voilà, et donc quand je dis vous devez connaître la fonction y à exposant x, c'est la fonction usuelle que vous devez connaître. Et bien sûr, e exposant x est un cas particulier. Tout comme pour les logarithmes, vous devez connaître logarithme en base a de x. Vous devez connaître par cœur. Bon, alors ceci étant dit, si vous connaissez ça par cœur, puisqu'elles font partie des fonctions usuelles dont vous devez connaître les tenants et les aboutissants, mais vous devez connaître aussi ln de x qui est un cas particulier, qui est le logarithme en base e. C'est le logarithme, vous remplacez la base par a égale e. Vous mettez a égale e. Et logarithme en base e de x, c'est ln de x, donc c'est un cas particulier, donc vous devez connaître et savoir dessiner ce genre de fonction, voilà, les yeux fermés, c'est-à-dire que il ne doit pas avoir d'hésitation, puisqu'en fait c'est une fonction usuelle, habituelle, dont vous traitez le plus souvent en mathématiques, et donc vous devez la maîtriser. Alors, mais ici, c'est un autre stade, puisqu'en fait, là on rentre dans une fonction qui possède 3 logarithmes.
3 logarithmes. Bon, et là, ça se discute. Bon, tout le monde n'est pas même de traiter 3 logarithmes. C'est pas parce que vous avez étudié le logarithme d'une fonction que vous devez pouvoir traiter le logarithme de 3 fonctions. Maintenant, ça, bien sûr, c'est un niveau, un cran supérieur à l'étude de la fonction ln de x. Pourquoi? Parce que il y a 3 logarithmes imbriqués l'un dans l'autre. Ce qui veut dire que ça, c'est pas du niveau du 6e, mais c'est du niveau, on va dire, au-delà de la 6e. On est supérieur à la 6e année. Voilà. Maintenant, si vous arrivez à résoudre ça en 6e année, tant mieux, c'est que vous avez compris beaucoup de choses. Voilà, vous avez compris beaucoup de choses. Voilà. Alors, maintenant, en plus de ça, là, il y a une variable indépendante qui est x, vous l'aurez remarqué, ou et y, ceci c'est la variable dépendante, elle dépend bien sûr d'x. Voilà. Mais ici, on a ce qu'on appelle un paramètre. Un paramètre, ça peut être une variable qui peut être constante à certains moments. Voilà, peut-être constante à certains moments. Alors, le tout, c'est il y a une question là-dessus, parce qu'on demande de rechercher le paramètre qui est le paramètre gamma. Bon, ceci est le paramètre gamma. Alors, ce genre d'exercice est déjà établi, mais le paramètre, auparavant, je l'avais mis ici. Il était là. Alors, ça, c'était le type 2. Quand le paramètre se situe à ce niveau-là, c'est le type 2. Et vous comprendrez que quand il se situe ici, là, ce sera le type 3. Maintenant, si le paramètre venait à se situer ici, c'est le type 1. Voilà. Alors, si on lit les énoncés, vous voyez qu'ici, c'est tout des types 3. On considère la fonction... Oui, je vais augmenter le format. La police. Pour avoir une meilleure lisibilité. Voilà, on considère la fonction où gamma est un paramètre de valeur inconnue. Ln de f de x égale ln de 0,28 moins ln de 14,24 moins gamma ln de x. Répondez aux deux questions suivantes ci-dessous en respectant les consignes données. Valeur du paramètre gamma, on demande de déterminer la valeur du paramètre positif pour gamma pour que le domaine des définitions de f de x, on demande et pour borne inférieure 2,44. Encodez votre valeur avec une précision d'un chiffre. Ouais, c'est un chiffre. Pourquoi il fait ça? En fait, je vous explique. C'est tout simplement des caractères qui sont à la base Unicode. Et quand je le mets dans le, comment on appelle ça, le bloc-notes ici, ben, il doit reconvertir en un autre format qui est le format, je ne sais plus comment on appelle ça, ASCII. Je crois que c'est, il suffit de faire un enregistrement. Voilà. Ce fichier contient les caractères au format Unicode qui seront perdus si vous l'enregistrez comme un fichier texte au format ANSI. Voilà, c'est format ANSI. Format ANSI. Donc, on le convertit en format ANSI. Parce que l'ASCII, c'était encore bien avant. Il y a l'ASCII, l'ANSI et l'Unicode. Voilà, donc c'est pas un problème. Donc, quand je convertis, là, il ne met pas tous les caractères correctement, notamment les deux F de chiffres. Donc, je dois noter chiffre avec deux F. Bon, et je retrouverai ça là ailleurs. Alors, B, valeur de la borne supérieure. Calculer ensuite la borne supérieure du domaine de définition de la fonction f de x. Bon, on considère la fonction où gamma est un paramètre de valeur inconnue. F de x, ln de 0,4 moins ln de 12,65 moins gamma ln de x. Vous voyez que c'est les mêmes allures. Hein. Il faut rechercher la valeur du paramètre gamma et ensuite la valeur de la borne supérieure. Alors, bien sûr, avec une valeur inférieure qui a pour borne, la borne inférieure vaut ici 3,28. 3,28 ici pour la borne inférieure, 2,44 pour la borne inférieure. Le gamma est bien ici à côté du ln de x. Le gamma est ici à côté de ln de x. Et le gamma est ici à côté de ln de x. Et il y a toujours une borne inférieure. Bon. Et puis après, on demande de rechercher la valeur de la borne supérieure, qui est ici. Bon, ça c'est quand on a trouvé le tout. Alors, on va traiter ce problème-là de manière généralisée. C'est-à-dire que je vais traiter ça avec une valeur quelconque ici et une valeur quelconque. Voilà. Et puis je vais traiter pour des valeurs particulières. Voilà. Alors, pour ça, on va écrire le ln. L'allure sera
l'allure sera un type 3. C'est-à-dire qu'ici, je peux avoir une valeur, par exemple 0,28, que je vais appeler A. Voilà. Ici, je peux avoir une valeur que j'appelle B. A et B étant connus, hein. Et bien sûr, ici, on a le paramètre gamma. Donc, gamma, on ne va pas fort. Je vais mettre en rouge le paramètre. Moins. Voilà le paramètre gamma. Eh bien, il faut traiter ceci, la fonction là, pour qu'on ait en borne inférieure, x appartient à un intervalle donné. Voilà. Et je vous le dis tout de suite, c'est un intervalle qui sera ouvert. Donc il sera borné, mais avec voilà, une ouverture comme ceci. Voilà, donc on aura une borne inférieure et une borne supérieure. Bon, la borne inférieure, elle est donnée. Hein. La borne supérieure, la borne inférieure, je l'appelais C. Je vais appeler la borne inférieure qui est donnée. C'est dans l'énoncé, il est donné. Puisque dans l'énoncé, vous voyez que la borne inférieure est là. Pour la borne inférieure, pour qu'elle ait une borne inférieure de 3,28. Pour qu'elle ait une borne inférieure de 2,44. Vous voyez, donc la borne inférieure est donnée. On a la fonction qui est donnée, avec AB qui est donnée. Et gamma, bien sûr, il faut le rechercher. C'est ce qu'on demande de rechercher. Et puis, ayant gamma, il faut chercher la borne supérieure. Donc, il faut chercher d'abord gamma, et puis on a la borne supérieure. Donc, ce qui veut dire que je vais fixer la valeur connue de la borne inférieure qui est C. Voilà. Et bien maintenant, je vais chercher avec ceci, je vais chercher le gamma. Une fois que j'ai le gamma, je peux trouver la borne supérieure. Ce qui veut dire qu'ici, la fonction elle est bornée. Hein, je vous le dis tout de suite. Elle est bornée. Donc elle ne va exister que dans un intervalle donné, fermé, ouvert. Mais ici, il s'avère que c'est un intervalle ouvert. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ouvert? Alors, si on regarde bien ici, ce qui importe le plus, c'est le premier logarithme népérien. Voilà, donc vous avez un logarithme népérien qui contient voilà, un contenu. Et ce contenu est composé de deux logarithmes népériens. Voilà, il est composé de a-b ln de gamma ln de x. Voilà. Mais c'est le premier logarithme népérien qui importe. Et vous savez bien que le contenu, par définition, il doit être strictement positif. Alors, quand on dit strictement positif, ça veut dire que la fonction ln, elle fait ça. Ça, vous le savez. Vous le savez. Donc, on a une asymptote ici, une asymptote verticale. On a une asymptote verticale ici d'équation, asymptote verticale d'équation x égale 0. Voilà. Alors ici, bon, bien sûr, en 1, vous aurez 0. Et la fonction logarithme népérien a une allure comme ceci. Une allure comme ceci. Voilà. Alors, dire qu'elle a une borne inférieure, c'est de reculer cette asymptote verticale. C'est-à-dire, on va la reculer à un niveau, l'asymptote verticale vaudra x égale C. Et C, c'est la borne inférieure. Donc la borne inférieure, maintenant, elle devient ceci. On aura une asymptote, enfin une exponentielle qui fera ceci. Donc on a une asymptote verticale en x égale C. C'est ça la borne inférieure. Et donc, comme on a une asymptote verticale, ben, on a voilà, une borne ouverte. On aura le C qui est comme ceci. Parce que le C ne peut pas être pris. Voilà, parce qu'on a une asymptote qui passe par là. Le C ne peut pas être pris. Voilà. Voilà. Et connaissant ceci, ben, on s'est retrouvé le gamma. Alors comment? Bien,
bien sûr, il suffit de faire tendre le C par la droite. Si vous faites tendre le C par la droite, voilà, vous faites tendre le C vers l'asymptote, mais le Y va tendre vers moins l'infini. Le Y va tendre vers moins l'infini. Et c'est ce qui va se passer. Donc, ça veut dire que là, vous faites une limite quand X tend vers la borne inférieure. Ça doit être égal à moins l'infini. Bon, je vais écrire ça correctement parce que j'ai du mal à écrire très mal. Ça me pose un énorme problème d'écriture. Bon, je vais écrire ça avec des caractères d'imprimerie. Avant d'entamer la suite du traitement. Donc on a ln d'un certain contenu mathématique qui est composé, et vous le voyez, composé de deux autres logarithmes à l'intérieur et avec un paramètre gamma. Voilà. Alors ici, vous devez traiter la limite quand x tend vers la borne inférieure. Alors il s'avère que la borne inférieure ici n'est tout autre que la valeur c. Donc voilà, et ça doit tendre vers moins l'infini. Voilà, et il faut juste traiter ça. Or, le contenu, ben, c'est le contenu, il est là le contenu. Hein. C'est A moins ln de B moins gamma ln de x. Et ayant ceci, on peut tout trouver. Donc, ce qui veut dire que A moins ln de B moins ln de B moins gamma, je vais le réécrire. L'intérieur ici, qui est le contenu, le contenu ici, bien, pour qu'il tende vers moins l'infini, ça veut dire que l'intérieur ici doit tendre vers 0. Quand x tend vers c, le contenu ici doit tendre vers 0. Le contenu doit tendre vers 0. Donc ce qui veut dire que, pour avoir moins l'infini, bien sûr, hein, ln ln de 0, ça fait moins l'infini. La limite quand x tend vers 0, le y tend vers moins l'infini. Quand x tend vers 0, par la droite bien sûr ici, y tend vers moins l'infini. Donc ce qui veut dire ici, pour avoir moins l'infini, pour que ln de contenu, ceci tende égal à moins l'infini quand x lorsque x tend vers c, bien il faut que la condition c'est que l'intérieur doit être égal à 0. Donc à ce moment-là, quand l'intérieur est égal à 0, ce qui veut dire que on a moins ln de AB moins gamma ln de x, voilà, c'est une équation. Hein. Je vais faire l'équation. C'est de résoudre l'équation AB étant connue. C'est une équation paramétrique. On a un paramètre gamma. Mais qui est facilement... C'est comme si on avait un inconnu. Hein. Bon, l'inconnu étant gamma, si vous voulez. On va résoudre cette équation-là
pour résoudre cette équation-là, bon, on fait passer, si vous voulez, le moins A, enfin le A, dans l'autre membre. En d'autres termes, c'est comme si on avait moins A. Donc je soustrais A dans chaque membre, A là il tombe et on a moins A. Voilà. Alors, maintenant on aurait pu se dire aussi que pour avoir 0, c'est A moins 1A. Ça veut dire que ceci va valoir A. On va plus vite en faisant ça, hein, que de commencer à soustraire dans chaque membre. Et bon, parce qu'ici, c'est pas encore terminé. Parce que il y a deux étapes ici. Je soustrais A, mais après, je dois prendre l'opposé. L'action, c'est de soustraire A dans chaque membre et de prendre l'opposé. En prenant l'opposé, ben, on enlève les moins. Bon, vous voyez que c'est deux opérations inutiles, hein, puisqu'on peut passer par une simplification, par une seule opération. On sait bien qu'un nombre moins ce même nombre doit donner 0. Ce qui veut dire que ce qui va être là, c'est A. Donc, ln de B moins gamma ln de X vaut A. Donc ça, on le fait en une seule étape, plutôt que commencer à retrancher et A dans chaque membre et d'enlever et de prendre l'opposé dans chaque membre. Deux actions qui peut être établies en une seule, par logique, en disant que un nombre moins un autre nombre fait 0, mais c'est que ln de B moins gamma ln de X fait 0. Voilà, on approche de gamma, de la recherche de gamma. J'ai une expression logarithmique, donc je résous l'équation par les réciproques. Il y a juste une petite chose maintenant, les égales va descendre au niveau de la base. Au niveau de la base. En faisant ceci, ben, on a E de ln d'un argument. Je vous ai toujours dit que ça fait l'argument. Donc on se retrouve avec ceci. Propriété des réciproques. Réciproque, quand vous prenez une fonction et sa réciproque, ben vous allez retomber sur l'argument. Alors, maintenant je retranche le B dans chaque membre. On aura moins B. Là, on se retrouve sans B et la parenthèse ici a disparu. Voilà. Et on peut retrouver le gamma. Maintenant, je vais enlever le signe moins en prenant l'opposé dans chaque membre. Donc là, on aura moins. Et là, on aura plus. Et alors bon, pour faciliter la tâche, ce que je vais faire, je vais commiter ceci, B moins exponentielle de A. Voilà. Et il reste plus que bon, que vaut C, que vaut X. Mais X il tend vers C. Le X il tend vers C. Donc c'est gamma ln de X, ln de C. C'est ln de C. Donc la réponse ne sera rien d'autre que B moins EA voilà, sur ln de C. Voilà. Voilà que vaut gamma. Bon, alors je vais mettre ce traitement de côté et maintenant je vais chercher la bande supérieure. Bon, connaissant la fonction, maintenant on va déterminer quelle est la borne supérieure. La borne supérieure, on aura sûrement, probablement, la fonction ne fait pas forcément ceci. Hein. Elle fera sûrement quelque chose comme ceci. Elle va remonter, puis elle va s'arrêter. Là, elle est, on va dire, elle sera indéfinie.
indéfinie pour cette valeur-là. Pour la valeur de x donnée, elle sera indéfinie parce que on aura le y qui ne sera pas donné. Donc on aura une limite. La fonction sera limitée. Mais vous allez le voir, je vais le faire au clair, au propre, dans le logiciel GeoGebra. Bon, maintenant, ça, on a le gamma. Ce qui veut dire que on va se retrouver avec la fonction ici. La fonction vaut ceci. Avec quelque chose en plus, c'est le gamma qui est connu. Alors, le gamma ne vaut plus gamma, mais il va dépendre de ABC. Et le gamma vaut ceci. C'est un peu trop grand. Il faudrait que je recule en course aussi. On va mettre un 1 moins ici. A. Et on a tout. Bon, maintenant, le tout, c'est de rechercher la borne supérieure. Alors, la borne supérieure ne va dépendre que de ceci. C'est le premier ln qui va fixer, puisque le premier ln doit être strictement positif, hein, c'est le premier ln qui va fixer voilà, la borne supérieure. C'est la condition du premier logarithme népérien qui va fixer la condition. Alors, pour ça, on va rechercher ceci. Alors, pour avoir plus facile, oui, ici le gamma je dois l'enlever, hein, parce que c'est gamma égal. Ouais. Je vais laisser le gamma. C'est-à-dire que je vais traiter ceci, pour ne pas allonger les écritures. C'est ceci que je vais traiter, et puis je remplacerai par gamma. C'est plus facile de traiter ceci que de traiter cette expression qui est juste au-dessus. Alors, ceci doit être strictement positif. C'est-à-dire que moins gamma ln de x est plus grand que moins b. Là, on prend l'opposé, mais quand vous prenez l'opposé, l'inégalité change de signe. Donc on a gamma ln de x plus petit que b, et puis donc on a ln de x plus petit que b sur gamma. Mais gamma est connu. Hein. Bon, et maintenant, il suffit de résoudre cette inégalité logarithmique. En prenant l'exponentielle dans chaque membre. Donc, si je prends l'exponentielle ici, e de ln de x, j'aurai e de b moins gamma, et le signe de l'inégalité, il descend au niveau de la base. Quand vous avez ceci, e de ln de x, c'est x. Donc, x doit être plus petit que b sur gamma. Et là, vous avez la borne, c'est la borne, vous venez de trouver la borne inférieure. Donc, le x vaudra exactement, appartiendra à l'intervalle, la borne inférieure, mais vous savez très bien que c'est le c,
Et la borne supérieure, ce sera l'exponentielle de B divisé par gamma, mais gamma, bon, vous connaissez, puisque gamma, n'est rien d'autre que ceci. Voilà. Alors maintenant, on va traiter ça pour Excel, par le logiciel Excel. Bon, je ne sais pas si c'est Excel ou pas, c'est Office Starter, hein. Bon, c'est un Excel allégé, bon, il n'y a rien dedans, il n'y a pas l'Office complet professionnel, et j'ai pas l'Excel professionnel, donc j'ai quelque chose d'allégé. Bon, ça ne représente pas le vrai Excel. Mais on sait faire déjà pas mal de choses, il y a beaucoup de choses ressemblantes à Excel, bon, voilà. C'est un Excel simplifié, si vous voulez. Bon, mais ça, on ne s'y retrouve pas par rapport au vrai Excel professionnel. Le vrai Excel professionnel contient beaucoup plus voilà, d'applicatifs, de processus, de petits programmes que ne possède le starter. Mais malgré tout, je peux me débrouiller pour faire cette simple, voilà, la représentation de cette simple fonction. Alors pour ça, il me faut un exemple. Il faudra, bien sûr, j'ai besoin de la valeur A, B, C. Alors je vous ai dit ici, celui-ci, gamma, en finalité, il y a 3 positions, on peut poser, il y a 3 logarithmes, et 3 logarithmes, et donc 3 positions des paramètres. Le paramètre ici étant vers le dernier ln, donc c'est le type 3. C'est l'équation de type 3. Alors le type 2, je l'ai déjà traité, de la même manière, hein, type 3. Donc vous rentrez ABC, on va calculer le gamma, alors qu'avant c'était un bêta, c'est le type 2 hein, qui est en deuxième position, et après je ferai le type 1 qui est en première position. Alors, et là, on aura la borne inférieure et la borne supérieure. Il suffit d'introduire le A, introduire le B, introduire le C, le gamma, on va le retrouver, et la borne inférieure, voilà, c'est les bornes inférieures, on l'a. La borne inférieure, c'est le C. La borne inférieure, il ne s'agit de rien d'autre que le C qu'on va rentrer ici. Voilà. Et la borne supérieure est un calcul. Bon. Alors, maintenant, je vais rentrer quelques valeurs. Je prends un exercice. Je vais traiter celui-ci. Voilà. Alors, le A, c'est 0,28. Alors, le B, 14,24. Le C, c'est la borne inférieure, 2,44 ici. Voilà, et maintenant on va calculer notre gamma. La formule gamma est donnée par B moins E de A. B moins E de A, on va déjà calculer B moins E de A. On va déjà calculer ça. B moins l'exponentielle de A. Voilà. Alors, à ceci, il faut diviser par
ln de C. Donc C étant la borne inférieure, on va diviser par le logarithme népérien de la borne inférieure qui est C. 14 481. Et maintenant on peut trouver la borne supérieure qui vaut E l'exponentielle de B sur gamma. L'exponentielle de B divisé par gamma. Voilà. Alors maintenant, je vais retourner sur GeoGebra. J'ai pas besoin du clavier virtuel. Par contre, ici, il y a quelque chose qui s'est effacé. Enfin, de toute façon, c'est pas grave. Escape, voilà. Alors, ce que je dois faire, je vais prendre la fonction ici, jusque là. Voilà. Et alors, je vais remettre le gamma. Le gamma, il vaut 14 481. 14 481. 14 481. Point 481. Et alors, ne pas oublier la multiplication. Donc je multiplier. Et voilà. Ne pas oublier la multiplication. Alors ici, vous voyez que il a transformé déjà en logarithme. Hein. Bon, ça on s'en fout. Il fait sa petite popote, mais c'est bon. Je peux vous dire que c'est bon. Quoique, ici, je dois mettre un fois. Le fois, c'est ceci. Oui, c'est parce qu'il a mis 28, c'est pas 28. C'est pas 0,28, c'est 0,28. Je dois corriger ceci. Par contre, il faut que je puisse accéder. Point. Difficile de, quand il ne veut pas. Et il veut pas aller. Bon, il faudrait que je renote tout. Bon, j'ai voulu faire un copier-coller. Ben, ce que je vais faire, je vais mettre directement ici avec des points. Parce qu'il n'accepte pas la virgule, hein, donc je dois modifier ceci. 14.481 multiplié par l'index. Voilà, et je reprends ceci. Et je vais en faire une copie ici. Voilà, c'est ça. Alors vous voyez que bon, quand le logiciel ne veut pas traiter ce que vous voulez et qu'il vous bloque, ouais, ne tentez pas de, je veux dire, de perdre votre temps. Réécrivez là, parce que bon, lui il va vous bloquer, hein, le logiciel, s'il y a une syntaxe que lui ne ressent pas comme il le veut, bon, il va vous bloquer. Il va vous bloquer, vous ne savez même pas manipuler le clavier comme vous le souhaitez. Et donc c'est plus une perte de temps et d'énervement que de recopier. C'est plus facile de recopier, vous savez, bien sûr en mettant les points ici, on est dans GeoGebra. La virgule n'est pas une virgule ici. La virgule ici c'est un point. Voilà, on a un point décimal et non pas une virgule qui représente les décimales. Les décimales sont symbolisées par un point.
Et ne pas oublier, entre 14481 et ln2x, il y a un multiplié. Voilà, il y a un opérateur multiplicatif ou, si vous voulez, une multiplication. Donc ça, il faut l'indiquer, vraiment l'indiquer. Voilà. Donc, lui, il veut sa syntaxe. Si vous ne faites pas la syntaxe dont lui désire, ben, ça ne sera pas bon. C'est normal, c'est les programmeurs qui ont programmé avec une certaine syntaxe. On ne peut pas faire n'importe quoi. Quand vous faites des programmes, c'est établi par rapport à une syntaxe définie par les programmeurs. C'est les programmeurs qui décident comment introduire les données. Voilà, ils jugent la manière comment l'introduction des données sera établie. Donc, vous devez respecter ce que le programmeur a mis en exergue pour pouvoir entrer dans le façonnement de votre fonction. Le façonnement de la fonction sera façonné de telle façon que le programmeur le désire. Il désire un façonnage comme lui l'entend, donc il met des règles pour lesquelles vous devez respecter ce façonnement pour pouvoir tracer la fonction. Et il s'avère que dès le moment où vous n'avez pas respecté l'une des règles établies par le programmeur, vous aurez une erreur de syntaxe ou tout simplement le programme va bloquer. Voilà, le curseur ne bougera plus et en attendant vous écrivez quelque chose d'autre, ou parfois même il bloquera, même si vous écrivez quoi que ce soit, vous ne savez plus bouger le curseur comme je l'ai fait ici avec la virgule. Je ne savais plus aller à gauche. J'avais beau aller avec à gauche ou à droite, bon, ça ne bougeait plus. Donc autant l'écrire plus vite, plus rapidement, de façon à ce que le programmeur le désire. Et toute la syntaxe doit être correcte. Il ne peut pas avoir une erreur de syntaxe. Une seule erreur de syntaxe est considérée comme quelque chose qui ne pourra pas réaliser, puisqu'il y a une erreur de syntaxe, une erreur d'écriture, une erreur. La syntaxe est tout simplement une écriture désirée par le programme. Le programme a été fait par des programmeurs qui ont fait en sorte qu'ils ont établi des règles et vous devez respecter ces règles. Si vous êtes une des règles n'est pas établie pour l'écriture de l'introduction d'une donnée, ben, il fera en sorte que vous ne saurez pas réaliser la tâche. Il bloquera à ce niveau-là. Il fera un blocage. Il attendra pour passer à la tâche suivante, mais il attendra que la tâche que vous êtes en train d'exécuter soit réalisée de manière la plus réglementaire possible par rapport à ce que demande le programme et donc ce qu'a établi le programmeur. Voilà, ceci étant dit, vous voyez qu'on a l'équation ici. Maintenant, je vais mettre... On voit bien qu'on a une asymptote. Hein. Alors, l'asymptote, elle se situe... je vais vous le dire tout de suite. Bon, la limite est en 2,44. Je vais mettre en 2,44 la borne inférieure. Donc, je vais tracer une droite. X égale... C'est une asymptote verticale, bien sûr. 2,44. Alors, ne pas oublier le point et pas une virgule parce qu'on est tenté de mettre un point. Hein, voilà. Et là, vous voyez que c'est bien ce qui se passe. Hein. On a bien une asymptote verticale, je vais l'enlever. Et il suffit de cliquer sur la couleur de la fonction qui correspond à la fonction. Ici, je clique. Vous voyez qu'on a bien une asymptote verticale, donc on est bien limité sur la gauche. Maintenant, je vais mettre la limite, la bande supérieure. Voilà. Donc on a un point. Ils ne le mettent pas, mais c'est un point. C'est un point. On a un point sur la droite, l'extrême droite, on a un point. Un point ouvert. C'est un point rond. Voilà, on a ce. Si vous voulez, on a l'axe X, Y et X, comme ceci. On a l'asymptote. La fonction fait ceci. Voilà, elle passe par 0, puis elle remonte, et à un moment donné, bon, elle s'arrête. Et ça, c'est la borne inférieure. On a un point comme ceci, un point rond, un rond. Oui, la fonction n'est pas définie, d'où ce qui veut dire qu'ici, le C est une asymptote verticale, mais ici, c'est un rond, si vous voulez, c'est un point non défini. C'est un intervalle, on a un intervalle ouvert. L'intervalle ouvert peut provenir soit d'un rond comme ceci. Voilà. Il peut provenir d'une asymptote verticale. Voilà. Mais il s'avère qu'à droite, c'est un rond ouvert. Il n'y a pas de valeur pour
le X, pour le X de la borne supérieure, le X de la borne supérieure, mais il n'y a pas d'Y. Le Y n'est pas défini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'Y. Le Y n'existe pas. Voilà. Donc on a bien un intervalle ouvert à droite et un intervalle ouvert à gauche parce qu'il y a une asymptote verticale. Bon, alors maintenant je vais aller revoir si c'est bon. La borne supérieure c'est 2,66734. 2,6734. Donc x égale 2 points. Attention que c'est un point 6734. D'un logiciel à l'autre, sur Excel, ici, je dois mettre une virgule. Et sur GeoGebra, je dois mettre un point. Bon, d'un logiciel à l'autre, vous devez faire attention à tout ça. Et vous voyez que c'est bon. Avec la fonction, voilà, je peux faire même un zoom si vous voulez. Si on ne voit pas bien, je remonte. Elle est limitée cette fonction. Hein. Voilà, elle est limitée. Voilà, je remets l'asymptote verticale. Une droite, je m'excuse. Je mets une droite. Et quand je mets la droite, ben, vous voyez qu'elle frôle la partie droite de la fonction G. Voilà. Alors je pourrais établir ça avec toutes les fonctions que j'ai ici. Je peux en prendre une autre, hein, je sais pas, je vais en prendre une deuxième. On va traiter celle-ci. Je retourne sur Excel. Je la mets ici. Voilà. Alors le A, il vaut 0,4. Là, je dois mettre une virgule. Quand vous changez d'un logiciel à l'autre, vous devez faire attention à la virgule si c'est un point ou une virgule. Hein. D'un logiciel à l'autre, c'est pas les traitements des valeurs définis. Voilà. Quoique certains logiciels, on peut changer. On peut changer tout ça. Hein. On peut mettre à la place d'un point une virgule. Voilà, il y a des logiciels où on peut paramétrer, je veux dire, très très loin. Très très loin, voilà. Je pense à AutoCAD. AutoCAD, on peut faire des paramétrages très très loin. Selon vos desiderata, et on va très très loin dans la configuration de vos paramètres. Donc vous êtes maître de, voilà, de ce que vous pouvez choisir. Le programmeur vous a laissé beaucoup de choix. Donc les programmeurs d'AutoCAD vous ont laissé des choix. Bien sûr, vous devez vous restreindre à ces choix. Vous ne pouvez pas faire les choix que vous voulez. Là, à ce moment, il faut faire votre propre programmation. À ce moment, ça ouvert à tout. Hein. Un programme est ouvert si, dès le moment où si vous voulez changer vraiment des choses impensables à changer. Là, faut-il que le programme soit ouvert. Parce que si le programme est fermé, vous n'avez pas accès à la programmation, vous ne saurez pas voilà, intervenir dans un paramétrage le plus fin et le plus éloigné possible, en fonction de vos desiderata à vous et non plus du programmeur. Donc c'est normal, vous devenez programmeur, vous devenez un programmeur en parallèle. Le programmeur vous en met voilà, une boîte de programmation, ben vous programmez en parallèle, donc vous devenez le propre programmeur, vous instaurez vos propres paramètres, vos propres lois, vos propres règles. Et donc fatalement, c'est normal que vous pourrez paramétrer de manière la plus grande possible, puisque c'est ouvert. Dès le moment où le programme est ouvert, c'est ouvert à l'infini. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, ceci étant dit, 04, 12, le B 1265. Alors, le C, ouais, le C, il faut aller le voir dans l'énoncé. 328. 328. Voilà, il donne le gamma.
la borne inférieure c'est 328 et la borne supérieure 3800. Là elle est vraiment restreinte, hein, elle est vraiment, voilà, c'est vraiment une petite fonction qui c'est presque, voilà, entre 328 elle existe encore entre 328 et 384. Bon, c'est pas un problème ça. Bon, on va recopier cette fonction là en mettant des points. Je vais mettre un point ici. Un point ici. Le gamma, je ne sais pas combien il vaut. On va aller voir tout ça tout de suite. 9,39,36. 9,39,36. 9,39,36. Ne pas oublier le multiplier. Et là, je peux copier. Voilà, je vais enlever ceci. Et donc elle existe dans une fenêtre très courte, hein, entre 3 et 4. 3 et 4. Alors je vais mettre l'asymptote qui est en 328. Et attention que c'est un point. Chaque fois je remets une virgule. Voilà, donc ça c'est juste. Et maintenant on va mettre la droite qui reflète, voilà, qui va passer. Attention que la première droite ici que je viens de tracer, c'est une asymptote, hein, une véritable asymptote. Par contre, l'autre c'est pour voir sa limite, c'est bien juste par rapport au calcul. Donc là je vais dessiner une droite qui est la bande supérieure, qui est 3,84,45. 3,84,45. 3,84,45. Et voilà, c'est bon. Mais donc celui-ci, c'est une droite juste pour voir si c'est bon, hein. Sinon, la vraie asymptote, elle est là. Voilà, donc vous voyez que c'est une fonction qui existe entre 3 et au-delà de 3 et en dessous de 4. Voilà. Et je pourrais entamer ce dernier exercice. On pourrait en faire voilà, j'ai automatisé ici ce genre d'exercice. Je pourrais faire n'importe quel type de fonction de cette allure là. Donc je vais m'arrêter avec 3. Bon, je pourrais le faire avec 10, 15, 20, mais c'est inutile parce que je veux dire, si vous avez compris avec 3, vous aurez compris avec 4, vous aurez compris avec 5, vous aurez compris avec la multitude de fonctions que je pourrais vous présenter comme ceci, hein. Voilà, on pourrait inventer une infinité de fonctions. Voilà, si vous avez compris avec 3, vous le faites avec 4, 5, 6, peu importe. Alors, je fais la dernière fonction. On a 0,56, 15,7. Le C, il faut aller regarder dans l'énoncé, c'est la bande inférieure, 2,03. Voilà, il calcule le... ouais, attention qu'ici, je crois que je me suis trompé. Ouais, je vais revenir en arrière parce que j'ai bousillé. Voilà, 2,03, il est là. Voilà, il me calcule le gamma. 19,701. Voilà. Et là, j'ai la borne inférieure, 2,03, et la borne supérieure, 2,20. Et là, elle existe vraiment entre 2 et 2,21. Ouais, bon, c'est tout petit, hein. Tout petit. Bon, ben, on va tracer ça, et je terminerai la vidéo avec la dernière représentation. Pour ça, il faut que je mette bien sûr un point pour qu'il soit valable sur GeoGebra. Un point ici pour qu'il soit valable. Et bon, le gamma, il vaut 19,701. Et ne pas oublier le multiplier, le signe multiplier. Je peux faire maintenant un copier-coller. Je vais sur GeoGebra. Classique, c'est le classique, hein. Si vous voulez installer, vous installez le classique.
Alors attention qu'il y a des classés qui sont en anglais. Voilà. Bon, alors ici, on va tracer ceci. Cette fonction-là, j'en ai plus besoin. Et voilà la fonction. Donc je vais tracer la droite x égale la borne inférieure qui vaut 2,03. Donc 2,03. X égale 2,03. Voilà. Et la droite pour voir si c'est bon. X égale la borne supérieure 2,2186. 2,2186. Voilà. Alors celui-ci, il ne m'intéresse pas. Ouais, j'aurais pu faire dupliquer. Hein. Ouais, bon. Si j'ai pas besoin de dupliquer, parce que j'ai fait une copie par rapport au notepad ici, donc j'ai pas besoin de dupliquer. Sinon, si vous voulez représenter la fonction, vous faites dupliquer. Hein. Voilà, vous faites dupliquer, et après vous changez ce que vous avez à changer. Je sais pas moi, vous mettez 0,45, 0,45, 12,7, voilà, et ainsi de suite. Bon, vous aurez tout ce que vous voulez, comme ceci. Voilà, et donc ça c'est le type 3. C'est le type 3. C'est quand on a le paramètre ici. J'ai fait le type 2 quand le paramètre était là. Et je vais prochainement faire le type 1 quand le paramètre est là. Voilà, je vous remercie beaucoup.